On dit qu'un seul moment peut diviser votre vie en un avant et un après. Une cassure nette comme une ligne de faille s'ouvrant sous vos pieds. Je n'ai jamais adhéré à ce genre de mélodrame. La vie ressemblait davantage à une lente érosion. Une usure progressive des bords jusqu'à ce que les choses changent jusqu'à notre dîner du 12e anniversaire. 12 ans, Dana et moi. La mer Rouge, le même endroit où j'avais fouillé avec une boîte à bagues. Le cœur martèle mes côtes comme un oiseau piégé. Je l'avais réservé des semaines à l'avance. La lumière des bougies, les draps blancs, le tintement des couverts contre la porcelaine, le doux jazz qui sort des haut-parleurs cachés. Elle a toujours aimé cet endroit, ou du moins, elle le disait. Elle s'appelle Dana. Pendant la majeure partie de ces 12 années, j'aurais parié toute ma vie qu'elle m'aimait. Non seulement je m'aimais, mais je me choisissais chaque jour. Ce soir, je portais le chemisier bleu qu'elle avait un jour effleuré légèrement sur la manche et qu'elle avait qualifié de préféré. Un commentaire passager il y a des années, mais je m'en suis souvenu. Dana portait une robe en satin noir, simple mais dévastatrice. Le genre qui a fait tourner les têtes lorsque nous sommes entrés, un murmure sourd nous suivant jusqu'à notre table d'angle. Tout me paraissait bien, confortable, peut-être un peu distant, une fraîcheur subtile que j'attribuais à la routine d'un partenariat à long terme. Les couples passent par des phases, non? C'est ce que disaient les articles. Elle m'a souri de l'autre côté de la table, la lumière des bougies attirant l'étincelle dans ses yeux. Elle tendit la main, ses doigts froids contre les miens. Toujours beau pour un gars à accent grave peine 40 ans, Jacques, taquina TL, ce côté sarcastique familier adoucissant le compliment. J'ai ri, un son authentique, un soulagement qui m'envahit. Peut-être que la distance était juste dans ma tête. Le dîner était parfait. Un steak, moyennement saignant pour moi, du flétan pour elle. Une bouteille de bon Cabernet Sauvignon que nous aimions tous les deux. Nous avons parlé du travail, des vacances potentielles au printemps prochain, du chien jappeur ennuyeux du voisin. Normalement, c'était solide, rassurant. Puis juste avant le dessert, j'ai fait quelque chose d'impulsif, quelque chose d'espérant. Reviens tout de suite, dis-je en me levant. Je me suis penchée, je l'ai embrassé sur la joue. Sa peau était lisse, sentait légèrement la vanille et quelque chose de floral. Je l'avais arrangé avec le serveur plus tôt. Une petite surprise glissée dans le portefeuille, une simple note manuscrite, des « Love J. Chez-y », peut-être. Mais je pensais que ça la ferait sourire. Gare, vérifiez, je ralentis près de la banquette à dossier au juste derrière la nôtre. Notre serveur était occupé avec une autre table et je m'arrêtais, faisant semblant d'ajuster mon bouton de manchette, attendant qu'il passe pour pouvoir me réinstaller sur mon siège sans être dérangé. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Son rire, le rire de ma femme, mais pas le rire doux et contenu qu'elle me donnait habituellement. C'était différent, plus complet, plus libre, ondulant d'une proximité facile qui semblait étrangère et indéniablement dangereusement coquette. Puis vinrent les mots qui dérivèrent sur la cloison en bois poli comme un gaz toxique. Vous savez, s'il le découvrait un jour, je pense qu'il partirait tranquillement. Il n'est pas du genre à exploser, honnêtement. Il ferait probablement juste un sac et disparaîtrait. Facilitez-vous les choses. Silence. Un rythme rempli uniquement par le murmure lointain d'une conversation et le tintement des verres. Puis encore des rires. Pas seulement la sienne cette fois. Le rire d'un homme. Profond, confiant et terriblement familier. Une voix que je connaissais. C'est ce qui rend les choses plus faciles, bébé. La voix masculine est tirée et condescendante. Tu as épousé un chiot, pas un loup. Chiot. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Mon souffle s'est arrêté. L'air s'épaissit et me pressa. Mes oreilles rugissaient, essayant de bloquer le son. Mon cerveau se bouscule, désespéré de transformer les mots en autre chose. Un malentendu, une blague sur un collègue. Tout sauf ça. Tout sauf moi. Mais ensuite Dana reprit la parole. Son ton, décontracté, léger, comme si elle commandait un autre verre de vin. Eh bien, ce sera le dernier anniversaire que je devrais simuler de toute façon. Quelque chose en moi ne s'est pas simplement brisé. Il s'est brisé, complètement, irrévocablement, réduit en poussière. Je ne me suis pas précipité vers la table.
Je restais là, cloué sur place, engourdi. Mon reflet vacilla dans la balustrade en laiton poli à côté de moi. Un homme s'est soudainement creusé, regardant fixement la bougie vacillante sur la table de quelqu'un d'autre. Le temps semblait se déformer, s'étirer et se comprimer. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé mon expression dans un masque de normalité placide, je me suis retourné lentement et j'ai fait les quelques pas restants jusqu'à notre stand comme si je n'avais rien entendu du tout. Dana était en train de siroter son vin quand je me suis assis. Elle abaissa le verre, ce charmant sourire d'entraînement, le remet en place. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête. « Parfait, réussis-je. » Le mot a un goût de cendre dans ma bouche. Juste parfait. J'ai menti. Je me suis assis là et j'ai menti. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas demandé à qui appartenait cette voix. Je n'ai pas demandé d'explication. Je ne suis pas tombé en panne. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas laissé couler une seule larme. Pas cette nuit-là. Je la regardais manger sa crème brûlée en tapotant le sucre caramélisé avec le dos de sa cuillère. Je l'ai regardé remercier le serveur avec une politesse pratique. Je l'ai regardé fixer son rouge à lèvres dans le petit miroir orné près de la sortie, lissant le satin noir de sa robe. Pendant tout ce temps, une seule question me brûlait les yeux. Qui était-il ? J'ai rejoué la voix, le ton confiant, la proximité désinvolte, le côté condescendant. Ce n'était pas un étranger. Cette voix avait une histoire. Mon esprit s'emballait, feuilletant des visages, des amis, des voisins, des collègues et même des parents éloignés. Les possibilités semblaient vastes et étouffantes. Cette nuit-là, après s'être endormi à côté de moi, recroquevillé sur le côté, face au loin, une position familière qui ressemblait soudain à un rejet délibéré. Je n'ai pas dormi. Je me suis retrouvé dans la salle de bain des invités, assis sur le sol froid et carrelé pendant des heures. 3, peut-être 4. Le téléphone pesait lourdement dans ma main, l'écran sombre. Est-ce que je voulais connaître la vérité ? Ou bien les fragments entendus constituaient-ils déjà une vérité trop dure à supporter ? Au moment où le premier soupçon de lumière grise s'est infiltré par la fenêtre, j'avais pris une décision. Je ne le découvrirais pas simplement si je découvrais tout. Ni par le drame, ni par les cris, ni par les confrontations en larmes, ni par les preuves. Une preuve froide, dure, indéniable. Et ce que j'ai découvert, je le soupçonnais, ne changerait pas seulement ma vie, cela la ferait exploser. Le lendemain matin, c'était un exercice de théâtre d'une efficacité effrayante. Dana fredonnait dans la cuisine, une mélodie joyeuse et inconsciente comme si de rien n'était. Elle a fait du café, a grillé du levain, une coupe épaisse comme je l'aimais, et m'a demandé si je voulais des œufs. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu un inconnu portant le visage de ma femme se déplacer dans ma cuisine en utilisant mes tasses. La déconnexion était choquante, nauséabonde. Non merci, dis-je, ma voix soigneusement neutre. Vous sautez le petit déjeuner ? Vous commencez tôt ? Il sera peut-être tard ce soir. J'ai attrapé ma mallette et suis parti 20 minutes plus tôt que nécessaire. Je ne suis pas allé directement au bureau. J'ai tourné au coin de la rue, je me suis garé à l'ombre d'un vieux chêne et je suis resté assis là. Mes mains serraient le volant, les jointures blanches. Mon pouls battait dans ma gorge, un tambour frénétique battait contre le silence soudain et terrifiant. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était quelque chose de plus froid, de plus vif. J'avais l'impression de démêler fil par fil, mais pas dans une flaque d'eau désordonnée, dans quelque chose de étroitement enroulé, dangereusement concentré. Je ne voulais pas de vengeance au sens habituel du terme. Des allumettes qui crient, de la vaisselle cassée. Je voulais de la clarté. Je voulais une image complète et sans phare de la trahison. C'est à ce moment-là que Kevin m'est venu à l'esprit. Kevin Riley, un copain d'université, aussi vif qu'une attaque, dirigeait désormais une entreprise de cybersécurité au centre-ville. J'ai toujours eu un don pour le côté discret de la technologie, trouver des vulnérabilités, tracer des empreintes numériques. Nous n'avions pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais il m'en devait une depuis longtemps. J'ai sorti mon téléphone, les doigts étonnamment stables, et je l'ai appelé.
Jacques, ça fait longtemps, mec. Tout va bien? Salut, Kev. Ouais, surtout. Écoute, tu pourrais prendre un café plus tard? Besoin de réfléchir à quelque chose lié à la sécurité personnelle. Bien sûr, dit-il avec une note de curiosité dans la voix. Mon régal. Midi au grain. Nous nous sommes rencontrés dans un café bruyant et animé, à mi-chemin entre nos bureaux. Je n'ai pas perdu de temps en bavardage. Je l'ai exposé clairement et simplement, en gardant ma voix basse. Je pense que Dana me trompe, Kev. J'ai besoin d'une preuve tranquillement. Kevin n'a pas bronché, n'a pas posé de questions délicates. Il prit juste une lente gorgée de son café au lait et hocha la tête pensivement. D'accord, dit-il, le regard fixe. Vous voulez des yeux, des oreilles ou des traces numériques? Tout ce qui précède, répondis-je en croisant son regard. Mais strictement légal, Kev. Je ne cherche pas à finir en prison pour ça. J'ai juste besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. Il a fait un léger sourire compréhensif. Il existe des moyens, Jacques. Des moyens légaux. Cet après-midi-là, je l'ai rencontré brièvement dans un parking et lui ai tendu une de nos vieilles tablettes rarement utilisées et un smartphone de rechange que j'avais gardé après ma dernière mise à niveau. Kevin m'a expliqué qu'il pouvait installer un logiciel de surveillance sophistiqué et discret. Il relirait les appareils, me permettant d'accéder passivement aux copies de certains appels. Les textes, les données de localisation et même l'utilisation de l'application, le tout acheminé via un serveur sécurisé auquel je pouvais accéder à distance. Aucune intrusion physique sur ces appareils actuels n'était nécessaire, juste un logiciel intelligent exploitant des protocoles de sauvegarde et de synchronisation qu'elle ne remarquerait pas in vérité qu'elle cachait activement et malicieusement. C'était de la légitime défense. Le week-end, les outils étaient en place. Je n'ai pas changé mon comportement envers elle. Je restais le mari attentif et un peu distant qu'elle semblait attendre. Mais maintenant, j'ai regardé et écouté, et l'image qui a commencé à émerger ressemblait à un roman d'espionnage bon marché. Seulement, c'était ma vie. Cela a commencé subtilement. Messages cryptés échangés à des heures impaires avec un contact simplement étiqueté M entrée de calendrier pour pilates ou séance de stratégie client qui correspondait à des pins GPS loin d'une salle de sport ou d'un immeuble de bureau. Atterrissant fréquemment dans un hôtel quelconque du centre-ville, l'Elmswood a supprimé les textes du jeudi après-midi presque immédiatement après avoir été lus. Puis vint la pièce qui assembla le puzzle. Un email de confirmation transféré accidentellement synchronisé avec la sauvegarde cloud sur laquelle Kevin avait accédé. 6 juin se trouvaient les reçus de 2 forfaits spa haut de gamme, des massages, des soins du visage, des travaux dans un luxueux complexe hôtelier au bord d'un lac dont je n'avais même jamais entendu parler. Ne construisez pas sur notre compte commun, mais sur sa carte de crédit personnelle, celle qu'elle a utilisée pour les faux frais. 2 noms sur la confirmation de réservation, Dana Miller et le deuxième nom, Mark Lindley. Mark Lindley. Le nom m'a frappé comme un choc physique, aspirant l'air de mes poumons. Mark Lindley, mon ancien patron. Le gars avec qui j'avais travaillé pendant 4 années intenses. Le gars que j'avais aidé à traverser un divorce compliqué et amer. Écouter ses malheurs autour d'innombrables bières. Nous avions fait des barbecues. Il s'était assis à ma foutue table, avait fait l'éloge de la cuisine de Dana, avait ri de mes blagues, de sa voix, du rire confiant, familier et condescendant que j'avais entendu derrière la cloison du stand. C'était lui. Bien sûr, c'était lui. Les pièces s'enclenchèrent avec une clarté écœurante. Cette nuit-là, je me suis assis sur le bord de notre lit, regardant Dana faire défiler son téléphone, un léger sourire narquois jouant sur ses lèvres alors qu'elle lisait quelque chose. L'envie de s'emparer de l'appareil, de l'écraser contre le mur, était viscérale. Mais je n'ai pas bougé. Je suis resté parfaitement immobile. Je n'allais pas réagir de manière impulsive. J'allais me préparer. J'ai donc commencé à construire mon dossier méthodiquement, cliniquement. J'ai créé un nouveau dossier fortement crypté au sein d'un compte de stockage cloud, en le nommant quelque chose d'inoffensif. Préparation d'impôts ou archives 2021. À l'intérieur, j'ai commencé à tout sauvegarder méticuleusement.
Capture d'écran de textes incriminants, journaux de données GPS horodatées, copies. Des traces de courrier électronique, journaux d'appels montrant de longues conversations fréquentes avec M. Mark. Mais les preuves numériques ne suffisaient pas. J'avais besoin de visuels. Il me fallait des preuves irréfutables. J'ai rappelé Kevin. Il m'a aidé à me procurer 2 minuscules caméras sténopées haute définition. L'un d'entre eux, déguisé en un petit clip désodorisant, s'est installé sur le support du rétroviseur de la voiture de Dana, parfaitement incliné pour capturer les sièges conducteurs et passagers. L'autre, encore plus petite, était subtilement intégrée sous l'étagère du meuble lavabo de notre salle de bain principale, un endroit où elle se retirait souvent pour répondre aux appels tout en se préparant, citant une meilleure réception. L'installation était angoissante. Fait pendant une petite fenêtre alors que je savais qu'elle resterait dehors pendant des heures à une supposée réunion d'un club de lecture. En vérifiant les flux plus tard, en voyant les vues claires et grand angle, j'ai ressenti un mélange effrayant de justification et de dégoût de soi. Je ne reconnaissais même pas l'homme que j'étais en train de devenir. Méthodique, froid, calculateur, presque dangereux. Le pire, c'est l'attente, la simulation, la conscience constante et tenace de la vérité qui mijote sous la surface placide de notre vie. Et puis un soir, environ 3 semaines après le début de ma surveillance silencieuse, Dana est rentrée à la maison rayonnant d'un changement notable. Son sourire semblait plus large, plus éclatant, presque incandescent. Elle fredonnait la radio, laissa tomber ses clés sur le comptoir avec un bruit joyeux et monta les escaliers en sautillant. Avant d'aller sous la douche, elle se pencha et m'embrassa rapidement, presque dédaigneusement, sur la joue. C'était comme une réflexion après coup. Plus tard dans la nuit, alors que le bruit de la douche étouffait le monde à l'étage, son téléphone en charge sur le comptoir de la cuisine s'est allumé. Une nouvelle notification de message de Monsieur Je n'y ai pas touché. Je n'en avais pas besoin. Le logiciel de surveillance l'a enregistré instantanément. Marc, même hôtel mardi prochain, 11h30. J'apporterai le vin cette fois. Apportez cette robe noire que j'aime. À moins que les maris aient finalement compris. NDR. Mon sang s'est glacé. Cette robe noire, la robe d'anniversaire. Le niveau de manque de respect, la pure audace était stupéfiant. 3 minutes plus tard, alors que la douche coulait encore, une réponse fut envoyée. Je l'ai vue apparaître sur mon flux sécurisé. Dana, il n'en a aucune idée, Marc. Cela l'a toujours été. Honnêtement, je pourrais probablement partir pendant une semaine, lui dire que c'était une conférence de travail, et il ne poserait même pas de questions. On se voit mardi. Je ne peux pas attendre. Désemparé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé le mur. J'ai juste regardé l'écran lumineux de mon ordinateur portable, mémorisant chaque mot, chaque trahison occasionnelle, chaque hypothèse dédaigneuse. Elle pensait que je n'en avais aucune idée. Elle pensait que j'étais un chiot. Elle n'avait absolument aucune idée que le loup tournait déjà en rond, silencieux et patient, attendant le moment idéal pour frapper. Elle ne savait pas que j'étais sur le point de réduire en cendres son monde entier et peut-être le mien avec lui. Les jours précédant ce mardi s'écoulaient à chaque seconde, donnant l'impression de marcher pieds nus sur du verre brisé, silencieux, tranchant, angoissant. J'entretenais la façade, souriais quand il le fallait, hochais la tête pendant les conversations, passais le sel au dîner. J'ai dormi à côté d'elle ou j'ai fait semblant de le faire. L'espace entre nous dans le lit ressemble à un vaste gouffre infranchissable. Mais à l'intérieur, je n'avais pas seulement mal. Je répétais, planifiant chaque détail, chaque mouvement, chaque éventualité pour ce que je savais que je devais faire. Kevin, toujours un ami fidèle, a proposé de s'occuper de la surveillance ce mardi-là. Écoute, Jacques, tu n'as pas besoin de voir ça toi-même, mec, avait-il dit, sa voix empreinte d'une véritable inquiétude. Laissez-moi la suivre. Gardez mes distances. Prenez les clichés dont vous avez besoin. Ce sera plus propre. Mais j'ai refusé. Non, Kev, j'ai besoin de le voir. Je dois le faire. Il ne s'agissait pas de masochisme. Il ne s'agissait pas d'avoir besoin de plus de preuves. J'en avais déjà des montagnes. Il s'agissait d'affronter la réalité de front. Ce n'était plus un soupçon.
C'était un fait confirmé. Si je n'ai pas moi-même été témoin de l'acte final de trahison, regardez-le droit dans les yeux. J'avais peur que cela me hante pour toujours. Un fantôme tapis dans l'ombre de mon esprit. J'avais besoin de voir le clou enfoncé dans le cercueil de notre mariage. Mardi s'est levé avec un soleil trompeusement ensoleillé. Une journée de printemps parfaite. Dana a quitté la maison à 11h22 précise. Elle portait la robe en satin noir, la robe d'anniversaire. Ses cheveux étaient lâchés, parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Elle avait l'air radieuse. Elle m'a embrassé au revoir sur la joue, un effleurement fugace des lèvres contre la peau. Déjeuner client, puis ce séminaire de leadership cet après-midi, gazouilla-t-elle en attrapant son sac à main. Peut-être qu'il sera tard. D'accord, dis-je, ma voix égale. Je lui ai tendu une tasse de café de voyage que j'avais préparée. Conduisez prudemment. Niché discrètement dans la base amovible de la tasse se trouvait un nouveau petit traceur GPS. Plus petit et plus puissant que celui basé sur le téléphone. Assurance. Elle ne le remarquerait pas. Elle n'a jamais remarqué les détails. Elle m'a toujours sous-estimé. C'était son défaut fatal. J'ai attendu exactement 15 minutes après que sa voiture ait disparu dans la rue. Ensuite, je me suis dirigé vers le garage, non pas vers ma propre voiture, mais vers une berline grise quelconque que j'avais louée la veille sous un nom de brûleur et payée en espèces. Sur le siège passager se trouvait un sac contenant un appareil photo haute résolution doté d'un puissant objectif zoom, des jumelles et une bouteille d'eau. Mes mains ne tremblaient pas. Ma respiration était régulière, mesurée. Peut-être que l'engourdissement avait finalement complètement pris le dessus. Ou peut-être, juste peut-être, que j'étais enfin devenu l'homme qu'elle avait créé par inadvertance. Froid, concentré et dépouillé de toute illusion. Le tracker m'a conduit directement à l'hôtel Elmswood, à 30 minutes de notre quartier de banlieue, niché dans un quartier d'affaires légèrement en contrebas de Hill. Pas ouvertement chic, pas trash non plus, juste oubliable, anonyme, le genre d'endroit spécialisé dans la discrétion, qui prenait probablement de l'argent à la réception et ne posait pas de questions. Parfait pour une liaison. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, partiellement caché derrière une camionnette de livraison Flore garée. J'ai regardé Dana garer sa Lexus près de l'entrée. Elle vérifia son reflet dans le rétroviseur, retoucha son rouge à lèvres, puis sortit, le téléphone déjà en main, un petit sourire d'anticipation jouant sur ses lèvres, un sourire que je n'avais pas vu adressé à moi depuis des mois, voire des années. Elle n'a pas attendu longtemps. Moins de 5 minutes plus tard, l'élégante Tesla Model S gris foncé de marque les glissait silencieusement jusqu'à l'entrée de l'hôtel. Il n'a même pas pris la peine de se garer correctement, il l'a simplement laissé tourner au ralenti dans la zone rouge réservée au dépôt. Il a émergé, vêtu de vêtements décontractés coûteux, d'un jean foncé, d'un blazer bleu impeccable sur un t-shirt blanc, des lunettes de soleil de marque placées sur le dessus de sa tête. Il se dirigea vers Dana, un air suffisant et propriétaire. Il se pencha et lui donna un baiser rapide et ferme directement sur la bouche. Aucune hésitation, aucun regard autour de vous, juste un droit. Ils rirent ensemble, tête rapprochée, comme des adolescents fuyant les yeux vigilants. J'ai levé la caméra. Cliquez, cliquez, cliquez. Preuve haute résolution et horodatée. Il ne reste plus aucune question, aucun doute, aucun déni plausible. Ils entrèrent bras dessus bras dessous. Dana jeta un coup d'œil en arrière, un mouvement fugace, presque inconscient. Peut-être par habitude, peut-être par un soupçon de paranoïa. Je me suis baissé derrière le rétroviseur latéral de la camionnette, me fondant dans l'ombre. Elle ne m'a pas vu. Bien sûr, elle ne l'a pas fait. Pour elle, à ce moment-là, j'étais invisible. J'étais le chiot désemparé à des kilomètres de là, en sécurité dans la vie qu'elle trahissait activement. Ils sont restés à l'intérieur pendant 2h17. Je l'ai chronométré. Je n'ai pas bougé de la voiture de location. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je restais assis là, le silence dans la voiture, me pressant, écoutant le bourdonnement silencieux de la circulation de midi, les sirènes occasionnelles au loin. Je me demandais combien de fois cette scène s'était jouée auparavant. Combien de déjeuners de clients,
de séances de pilates, de dîners de travail, de séminaires avaient été des façades élaborées pour ces rencontres triées et inoubliables dans une chambre d'hôtel. Et la coupure la plus profonde, celle qui saignait plus que la trahison physique, était la facilité de tout cela. La façon dont elle riait avec lui, la façon dont tout son corps semblait plus léger, plus animé en sa présence. Elle était une femme différente avec lui, plus vibrante, plus enjouée, plus vivante. La Dana que j'ai vue avec Mark Lindley était le fantôme de la femme que je pensais avoir épousée, ressuscitée pour un autre homme. Vers 14h40 ils sortirent du hall de l'hôtel. Ses cheveux étaient légèrement froissés, son rouge à lèvres complètement disparu, mais elle avait l'air satisfaite, presque suffisante. Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, Mark tendit la main et lui lança une claque possessive familière. Elle ne broncha pas, ne s'y opposa pas. Elle a juste ri d'un petit rire guttural et lui a dit de lui envoyer un texto plus tard. Une fois que la côte est dégagée. Ensuite, ils sont montés dans leurs véhicules de luxe respectifs et sont partis dans des directions opposées, disparaissant de nouveau dans leur vie séparée comme si rien d'illicite ne s'était produit. Comme si c'était juste un mardi après-midi comme les autres. Je n'ai suivi aucun d'eux. Je n'en avais pas besoin. J'avais tout. Les images gravées sur la carte mémoire de l'appareil photo, les journaux GPS, les textes, les emails, les extraits audio des appels aux toilettes. J'avais la vérité dans tous ces détails laids et déchirants. Ce soir-là, Dana est arrivée à la maison vers 18h15. Portant des sacs à emporter d'un endroit thaïlandais que nous aimions. Épuisée, annonça TL avec un bâillement théâtral en laissant tomber ses clés sur le comptoir. Ce séminaire était absolument brutal. Je n'avais pas envie de cuisiner. Je me suis assis en face d'elle devant l'îlot de la cuisine, poussant des nouilles autour de mon assiette. Pas de taille. Ça avait le goût de carton. Je l'ai regardé parler, animant son visage, décrivant le client ennuyeux du déjeuner, l'orateur ennuyeux avec un accent bizarre et un diaporama de 2006 comme. Elle était bonne, transparente, presque crédible, presque. Mais quelque part au milieu de son récit fabriqué, je l'ai interrompu, gardant ma voix délibérément décontractée, presque. Comment est l'Elmswood ? Elle cligna des yeux. Juste une fois, mais c'était perceptible. Un léger écarquillement involontaire de ses yeux s'effaça pendant un instant avant de se remettre en place. Un café Swood ou quelque chose. J'ai menti doucement. Il n'y avait pas de reçu. Oh, ça, dit-elle en se remettant rapidement en agitant une main dédaigneuse. Oui, nous nous y sommes arrêtés après le séminaire pour prendre un petit café avant de rentrer. Un café horrible, en fait. Je pense que le nom était peut-être juste sur la serviette. Mais je l'ai jeté. Rapide, confiante, presque parfaite, mais pas tout à fait parce que ses yeux, pendant à peine une fraction de seconde, s'étaient éloignés et que la légère rougeur qui montait dans son cou la trahissait. Dana avait oublié qui j'étais vraiment. Elle voyait le mari accommodant, l'homme prévisible, le chiot. Elle n'avait pas encore réalisé que l'homme calme et observateur assis en face d'elle, mangeant calmement des nouilles, avait des dents pointues et qu'il n'avait pas peur de s'en servir. Le jeu n'était pas terminé. Il entrait tout juste dans son dernier acte brutal. La nuit après avoir vu Dana sortir de l'hôtel Elmswood avec Mark Lindley, quelque chose de fondamental en moi n'a pas simplement changé. Cela a été coupé. Debout devant le miroir de la salle de bain tard dans la nuit, me brossant les dents avec une précision mécanique, j'ai regardé fixement le reflet. Avec le recul, le visage était familier, mais les yeux brillaient d'une lumière différente. Plus froid, plus dur. Pendant 12 ans, Dana avait subtilement et constamment renforcé le récit. J'étais trop doux, trop agréable, trop opposé au conflit, trop passif. J'avais pris cela pour la force tranquille de l'amour. Le genre qui reste calme, écoute, fait des compromis, endure. En me regardant dans les yeux cette nuit-là, je n'ai plus vu un homme bâti pour le compromis. J'ai vu un homme s'aiguiser dans l'acide corrosif de la trahison, aiguiser son tranchant dans un silence absolu. Le lendemain, mercredi, je me suis présenté au travail pour cause de migraine soudaine. J'avais besoin de temps pour ne pas pleurer, pour ne pas me mettre en colère, pour ne pas bouder, mais pour planifier, élaborer une stratégie. J'ai tout étalé sur la table de la salle à manger. Là.
Pièce était inondée d'un soleil matinal qui semblait obscène par rapport à l'obscurité des preuves. Des textes, des enregistrements GPS avec des horodatages accablants, des clips vidéo de la caméra de la voiture montrant leurs contacts furtifs et leurs conversations chuchotées. Enregistrement audio de la vanité de la salle de bain capturant son côté d'appel téléphonique feutré confirmant les points de rendez-vous. Les photos cristallines d'eux s'embrassant à l'extérieur d'Elmswood. Des enregistrements téléphoniques détaillant des centaines d'appels et de SMS entre elle et M, des impressions de ses relevés de cartes de crédit personnel indiquant les frais d'hôtel et de cadeaux dont je ne savais rien. Ce n'était pas seulement des soupçons. Il s'agissait d'une campagne de tromperie méticuleusement documentée. Mark Lindley, mon ancien patron, l'homme que je considérais comme un ami, ne venait pas de tomber sur une liaison. Il avait systématiquement envahi mon mariage de manière parasitaire. Mais la véritable trahison déchirante ne réside pas uniquement dans ses actes. C'était Dana. Elle n'avait été ni séduite ni contrainte. Elle lui avait accordé l'accès à plusieurs reprises, volontairement et avec empressement. Et puis, en regardant la chronologie présentée devant moi, une autre réalisation plus froide s'est fait jour. Il ne s'agissait pas seulement de sexe. C'était une tromperie calculée à long terme. Financière, émotionnelle, sexuelle et pire encore, elle se préparait activement à sa sortie. Ses forfaits spa n'étaient pas des friandises impulsives. Il participait à la construction d'un récit, testant peut-être même les os d'une vie avec lui. Ces questions récentes, apparemment banales, résonnaient dans mon esprit avec une nouvelle signification effrayante. Avez-vous déjà pensé à réduire vos effectifs? Peut-être déménager dans un endroit plus chaud? Ou que feriez-vous si vous aviez un tout nouveau départ, Jacques? Hypothétiquement, ce n'étaient pas des réflexions innocentes. C'étaient des ballons d'essai, des lancements en douceur pour un avenir méticuleusement planifié, un avenir dont j'étais chirurgicalement expulsé. J'ai donc commencé à penser non pas à une longueur d'avance, mais à plusieurs. J'ai conduit jusqu'à notre banque. J'ai demandé des impressions de chaque relevé de compte conjoint des 2 dernières années. Puis, discrètement et efficacement, j'ai ouvert un nouveau compte courant et d'épargne privée à mon nom uniquement dans une autre institution. J'ai lancé un transfert en ligne en déplaçant exactement 50% de nos actifs liquides en vérifiant les fonds d'épargne du marché monétaire vers mes nouveaux comptes. Rien d'illégal. C'était un bien matrimonial, et j'en ai pris précisément la moitié. Je n'ai pas touché à la valeur hypothécaire, aux comptes de retraite ou aux investissements à long terme. Juste l'argent liquide facilement accessible. Assez pour la blesser, assez pour la mettre profondément mal à l'aise lorsqu'elle l'a découvert, mais pas assez peut-être pour déclencher une confrontation immédiate et pure et simple. Juste assez pour déstabiliser son sentiment de sécurité. J'ai également programmé une autre consultation avec l'avocate spécialisée en divorce, Alison Grant. Sharp, pragmatique, sans bêtises. D'accord, a-t-elle dit après avoir examiné les nouvelles preuves que je lui avais envoyées par courrier électronique, les photos, les écarts financiers. L'infidélité est désormais irréfutable, Jacques. À cela s'ajoute une fausse déclaration financière évidente utilisant les biens matrimoniaux, même indirectement via sa carte personnelle pour la faire. Vous disposez d'un effet de levier important. Nous pouvons faire pression pour un règlement très favorable. Elle fit une pause, le regard perçant. Mais mon conseil reste le même pour l'instant. Ne bouge pas encore. Ne révélez pas votre main. Laissez-la continuer à penser qu'elle a le contrôle. Qu'elle se pende un peu plus loin. Qu'elle se pende un peu plus loin. La phrase a résonné, s'est logée dans mon esprit comme un sombre mantra. Patience, stratégie, contrôle. Alors j'ai attendu et regardé. Dana, apparemment hardie par son escapade réussie en séminaire, est devenue plus audacieuse et a eu plus de soirées tardives avec ses collègues. Son téléphone, autrefois laissé négligemment sur le comptoir, était désormais perpétuellement verrouillé, éloigné de moi chaque fois qu'elle l'utilisait. Elle rigola au texte qu'elle ne partageait pas. A pris des appels où elle est entrée dans une autre pièce et a fermé la porte. Simultanément, les critiques subtiles se sont transformées en critiques plus ouvertes, en commentaires sur la façon dont j'avais l'air vérifié ces derniers temps, sur le fait que je n'avais plus jamais initié quoi que ce soit d'amusant, sur la façon dont elle avait l'impression que nous nous séparions, livrée avec un soupir qui cachait à peine sa satisfaction.
J'ai parfaitement joué mon rôle. J'étais d'accord avec elle à chaque fois. Ouais, peut-être que tu as raison, dis-je une fois lors d'un dîner tranquille, juste pour évaluer sa réaction. Les choses semblent différentes. Elle croisa mon regard, une lueur de quelque chose d'illisible dans ses yeux. Surprise, culpabilité. Mais ensuite elle a souri, un petit sourire serré, comme si je lui facilitais la tâche, comme si le chiot apprenait enfin à se retourner sur commande. Quelques soirs plus tard, je lisais dans le salon quand je l'ai vu sortir de notre chambre, le téléphone collé à l'oreille, en train de chuchoter. J'ai posé mon livre en silence, Rose et j'ai suivi, pieds nus, restant juste hors de son champ de vision dans le couloir faiblement éclairé. Elle entra dans la chambre d'amis, fermant presque complètement la porte, mais sans la verrouiller complètement. Le petit microphone que Kevin m'avait aidé à installer des semaines plus tôt, déguisé en détecteur de fumée dans le plafond du couloir, captait clairement ses paroles. « Je t'avais dit qu'il ne riposterait pas, disait-elle d'une voix basse mais confiante. Il n'est tout simplement pas construit de cette façon, Marc. Cela ne l'a jamais été. Une pause, puis un rire doux et cruel. Il ressemble à un vieux chien confortable. Loyal, prévisible, inoffensif. Si je pars, il se retournera et lâchera prise. Merci probablement de l'avoir libéré. Je restais figé dans le couloir, écoutant la lecture enregistrée plus tard sur mon ordinateur portable, la forme d'onde pulsée sur l'écran. Vieux chien, retourne-toi. Lâché. C'était tout. C'était la totalité de la façon dont elle me voyait après 12 ans. Confortable, jetable, prévisible. Mais je n'avais pas encore fini d'écrire le scénario. Plus tard dans la nuit, longtemps après qu'elle se soit endormie, un sommeil profond et serein que je n'avais pas connu depuis des semaines. Je suis retourné dans la chambre d'Amy. Son sac à main reposait sur le fauteuil où elle le jeta. Mon cœur cognait contre mes côtes, mais mes mains restaient stables. Elle n'a jamais changé le code de son téléphone. Les mêmes 4 chiffres depuis l'université. 1284. Son mois et son année de naissance prévisible. J'ai ouvert son téléphone, l'écran projetant une légère lueur bleue dans l'obscurité. J'ai accédé à son application de notes et là, c'était un message rédigé sans odeur adressé à Monsieur Soumettez-nous. Si je fais vraiment ça, si j'emménage avec vous une fois que tout sera réglé, vos enfants me détesteront-ils? J'essaie toujours d'imaginer à quoi cela ressemblerait réellement. Un nouveau départ, juste nous, sans bagages. Mon Dieu, je pense que je suis enfin prêt, Marc. Vraiment prêt. Prêt à être libre de cette vie. J'ai regardé les mots qui brillaient dans le noir pendant une minute entière. Libre de cette vie. Ma vie. Notre vie. Elle ne faisait pas que tricher. Elle planifiait activement sa fuite, répétait la rupture, imaginait un avenir construit sur les ruines de notre mariage. Elle m'avait déjà quitté dans son esprit, son corps et son âme. Elle ne savait pas non plus que je répétais. Mais ma performance ne serait pas une question d'évasion. Il s'agirait de confrontation, de contrôle, de lui montrer exactement qui elle avait sous-estimé. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas mendier. Je n'allais pas disparaître tranquillement. Non, j'allais lui faire croire que tout était parfaitement, banalement normal, jusqu'au moment précis où je lui faisais écraser le plafond sur la tête. Dana pensait avoir affaire à un vieux chien prévisible. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait réveillé quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de bien moins indulgent. La semaine suivante, j'ai eu l'impression de naviguer dans un champ de mine les yeux bandés. Chaque conversation, chaque repas partagé, chaque contact occasionnel était chargé de la tension des vérités non dites. Dana semblait inconsciente, enfermée dans sa vie secrète, me lançant parfois des sourires platants ou feignant de s'intéresser à ma journée. Elle pensait qu'elle gérait la situation, nous atténuant vers la séparation douce inévitable qu'elle envisageait. Elle pensait que je disparaissais tranquillement. Elle n'aurait pas pu se tromper. Je ne m'évanouissais pas. Je consolidais le pouvoir, préparant le champ de bataille. L'occasion est arrivée plus tôt que ce à quoi je m'attendais. Jeudi, elle a annoncé qu'elle devait aller rendre visite à sa tante malade dans le Nord. Elle a pris un peu de tour, a expliqué Dana, son expression, un masque de préoccupation dévouée. Je devrais probablement passer la nuit,
peut-être de nuit, juste pour aider. Je savais instantanément que c'était un mensonge. Sa tante Clara vivait à 2 états et était, selon sa sœur, que j'avais tranquillement appelée plus tôt cette semaine, en bonne santé. Une vérification rapide des données du tracker de la semaine précédente a montré un ping à l'écouse isolée de Mark Lay, une propriété qu'il avait gardée après son divorce, 2 heures au nord, nichée profondément dans les bois, offrant une intimité parfaite. Cela devait être la destination. Bien sûr, chérie, dis-je, ma voix douce, soutienne. La famille vient en premier. Ne vous inquiétez de rien ici. Concentrez-vous simplement sur tante Clara. Elle sourit, un soulagement se lavant sur son visage. Merci, Jacques. Tu es le meilleur. Elle a emballé un sac de nuit, pas avec des vêtements censés pour avoir aidé un parent âgé, mais avec de la lingerie que je n'avais pas vue depuis des années, et cette robe satinée noire. Elle est partie vendredi matin, m'embrassant au revoir avec une tendresse théâtrale. Je t'appellerai ce soir, a-t-elle promis. Au moment où sa voiture a tourné le coin, mon propre plan a cliqué sur la vitesse supérieure. Il ne s'agissait pas de recueillir plus de preuves. Il s'agissait de préparer le terrain. J'ai passé vendredi à finaliser mes préparatifs. J'ai récupéré le calourd verrouillé de l'arrière de mon placard. À l'intérieur, Nistan mousse personnalisé était le 44 Magnum Revolver, mon grand-père, un ancien soldat d'État, je ne m'avais pas fait de l'acier en bleu poli, il ne faisait pas de poids. Les munitions, les cartouches lourdes et les cartouches sont chargées de se sentir en laiton. Texte sporadique et repos de Clara. A rendu sa soupe si fatiguée. Chaque mensonge tordant le couteau un peu plus profond. J'ai répondu avec une sollicitude fade. Vers 19h samedi soir, mon téléphone a bourdonné. Pas d'Anna. C'était la notification de la caméra de sécurité activée à mouvement discrète que j'avais installée près de la porte de patio arrière cachée à l'intérieur d'un noisette. Mouvement détecté. Zone de patio arrière. Mon cœur a donné une seule secousse dure. Il était là. Mark Lindley était là dans ma maison. Alors que Dana était censée être à 2 états de l'entretien d'une tante malade, l'arrogance sans atténuation de celui-ci a volé mon souffle. Si Dana lui avait donné une clé ou lui avait dit où la pièce de rechange était cachée. Cela n'avait pas d'importance. Il se sentait en sécurité, il se sentait intouchable. Il pensait que j'étais le mari absent et désemparé à des centaines de kilomètres de là. J'étais assis dans ma voiture, garé dans un petit parc à seulement 10 pâtés de maison, en attendant, en regardant le flux en direct des caméras internes que Kevin m'avait aidé à m'installer. De petites unités sans fil déguisées en détecteurs de fumée et en rafraîchisseurs d'air, nourrissant la vidéo chiffrée sur mon ordinateur portable. J'ai vu Mark se laisser entrer par la porte coulissante arrière, audacieuse en laiton. Il avait l'air décontracté, détendu, portant une bouteille de vin. Il s'est versé un verre en utilisant l'un de mes gobelets de whisky et s'est promené dans le salon, en le faisant sonder comme s'il possédait l'endroit. Ensuite, incroyablement, j'ai vu Dana émerger du couloir menant de la chambre principale. Elle n'était pas dans le nord. Elle n'était jamais partie où elle reviendrait tôt, planifiant ce rendu. Elle portait une robe soyeuse, ses cheveux lâches. Elle s'approcha de Mark, un sourire sensuel sur son visage, prit le verre à vin de sa main, prit une gorgée, puis le rapprocha, chuchotant quelque chose dans son oreille. Il rit, posant la bouteille de vin sur ma table basse et lui embrassa le cou. Elle rit à nouveau, un son intime bas et intime qui a fait tourner mon sang et a commencé à le conduire vers les escaliers, vraisemblablement dans notre chambre. Ma chambre. C'était tout. La violation finale, le point de non-retour. J'ai arrêté le moteur, j'ai attrapé le sac à duffel du siège passager et je suis sorti de la voiture. Mes mouvements étaient anormalement calmes, délibérés. Chaque pas se fut doucement croqué sur le chemin de gravier qui s'éloigne du parc. L'air nocturne frais était électrique contre ma peau. Il n'y avait pas de rage troubler ma vision, pas de tremblement. Dans mes mains, juste une clarté effrayante, un sens du but. Je me laisse entrer par la porte d'entrée en utilisant ma clé silencieusement. Les souches douces d'une chanson pop oubliable s'échappaient des haut-parleurs du salon. Ils ne m'entendraient probablement même pas sur la musique et leur propre rire. Je suis entré dans le salon. La scène a gelé comme frappé une pause sur un film.
Mark était à mi-chemin des escaliers. Dana un pas en dessous de lui, sa main reposant possessivement sur sa hanche. Ils se sont tous deux tournés vers le petit bruit de mes pas sur le plancher de bois franc. L'expression suffisante de Mark s'est évaporée instantanément, remplacée par une panique de slack-jaw large. Il ressemblait à un rat acculé. Le visage de Dana a parcouru des émotions avec une confusion de vitesse de foudre. « Que faites-vous ici ?» Puis sortant l'horreur, puis un scintillement de calcul désespéré alors que son esprit se précipitait pour une excuse, un moyen de faire tourner cela. Jacques, Altatel, éloignant sa main de Mark comme si elle était brûlée, faisant un pas tremblant en arrière. « Vous êtes de retour tôt. I took till I hear, Donna, he said, my voice qui est, de voix off inflexion. It seemed to echo in the suddenly cavernous silence of the room. The music still played softly, a grotesque counterpoint to the tableau. Or had you forgotten? Mark started stammering, backing slowly down the stair, en raised slightly if warting off a blow. Look, man. Jack, this isn't it not what it look like, isn't it? Y interrupted, Maille le regard fixé sur lui. Vous deux, salons maintenant. Il trébuchait les escaliers restants, maladroit avec la peur. Mark a trébuché sur le pas du bas, se rattrapant sur la balustrade. Dana se déplaçait comme une marionnette dont les cordes avaient été coupées, sa robe soyeuse béante légèrement. « Jacques, s'il te plaît, chuchota Dana, les larmes commençant finalement à bien dans ses yeux. « Écoutez, silence. » Je me suis cassé, la commande tranchante, coupant son plaidoyer. J'ai fait un geste avec le baril du magnum vers le centre de la pièce. « Tenez-vous là. » Ils se sont rapprochés. Mark tremblant visiblement, Dana étreignant ses bras autour d'elle. Alors j'ai commencé, marchant lentement vers eux, l'outil lourd maintenu stable, pointé vers le sol pour l'instant. C'est lui, Dana. Ceci est la mise à niveau, le loup. Je laisse mon regard dériver avec mépris sur Mark, de ses mocassins chers, remis à la hâte, j'ai remarqué, à son visage terrifié. Ensuite, avec une précision délibérée et choquante, j'ai levé le magnum, le visant directement, inébranlable sur les genoux de Mark Lay. Mark laissa échapper un gémissement étranglé, ses yeux se gonflent. Il a instinctivement essayé de se couvrir, mais j'ai aboyé. Mains où je peux les voir maintenant. Il se figea à nouveau, les mains planant inutilement sur ses côtés, la sueur battant sur son front. Dana cria, « Jacques, non. Pas. » Tais-toi, Dana, dis-je sans la regarder, je me concentre entièrement sur l'homme terrifié devant moi. Parlons de cela, Mark. Parlons de la valeur. Ma voix était faible, conversationnelle, presque détachée, ce qui le rendait en quelque sorte plus terrifiant. Ma femme, j'ai fait un geste vaguement vers Dana avec ma main libre. Semble penser que je manque de chiot, elle m'a appelé. Prévisible, sûr, ennuyeux. J'ai fait un pas de plus, le museau du magnum maintenant à quelques centimètres de son jean cher. Et toi? Vous êtes l'alternative. J'ai laissé échapper un petit rire dur. Sérieusement? Vous avez échangé 12 ans, une maison, une vie pour cela? J'ai ricané, hochant la tête vers son aine. Ce morceau de merde flasque, d'âge moyen et terrifié. C'est pour cela que vous avez tout risqué? Mark tremblait de façon incontrôlable maintenant, des larmes coulant sur son visage. S'il vous plaît, mec. Je suis désolé. Elle ne voulait pas dire que je faisais écho, appuyant légèrement sur le baril contre le tissu de son jean. Il tressaillit violemment. Vous vouliez dire chaque texte, chaque mensonge, chaque fois que vous glissiez dans ma maison, mon lit. Ne m'insultez pas avec des excuses pathétiques. Je me penchai, ma voix tombant à un murmure menaçant. Vous êtes pathétique, Mark. Un putain de perdant pivoter la vie des autres parce que le vôtre est si vide. Et devinez quoi? Aujourd'hui, c'est votre dernier jour de sentiment de suffisance à ce sujet. J'ai légèrement déplacé mon objectif, pointant le poulain vers ses pieds. Rappelez-vous ce que Dana m'a appelé, Mark? Un chiot? J'ai souri une touche froide et cruelle de mes lèvres. Les chiots sautent quand ils sont heureux, non? Sauter, Mark. Sauter comme un petit chiot heureux pour moi.
Quoi? Il balbutia, confus et terrifié. J'ai dit jump, j'ai rugi, le son explosif dans la salle tendue. J'ai tiré le magnum. L'explosion était assourdissante, commune. La poussière de plâtre a plu à l'endroit où la balle a eu un impact sans danger sur le mur au-dessus de la cheminée. Cria Dana, couvrant ses oreilles. Mark glapita et sauta dans les airs, un spasme convulsif et terrifié. Encore une fois, j'ai commandé, en gardant le culte entraîné sur lui. Il sauta à nouveau, maladroitement, des larmes et de la morve qui coulent sur son visage. Bon chiot. Vous voyez, Dana, il apprend rapidement. J'ai tiré mon téléphone de ma poche avec ma main libre, le pouce frappant déjà le bouton d'enregistrement. Très bien, Mark. Tant de confessions. J'ai levé le téléphone, enregistrant son visage strié et terrifié. Dis-moi tout. Dites-moi depuis combien de temps cela dure. Dites-moi où vous avez rencontré. Parlez-moi de l'Elmswood. Parlez-moi du Lakewood. Dites-moi. J'ai pressé le baril de l'outil plus fort contre sa cuisse. Comment tu es entré chez moi ce soir? Parlez maintenant. S'engouillant, s'étouffant sur ses paroles, Mark renversait tout. Un torrent d'admissions pathétiques, de dates, de lieux, de détails triés, ponctués par le pardon. J'ai tout enregistré, mon expression illisible. Quand il s'est finalement traîné, épuisé et cassé, je n'ai pas arrêté d'enregistrer. Bon garçon. Maintenant pour le témoin vedette. J'ai légèrement tourné le téléphone vers Dana, qui se tenait gelée, des larmes suivant silencieusement des chemins à travers son maquillage. Ensuite, j'ai navigué sur l'écran du téléphone avec mon pouce, frappant l'icône FaceTime à côté de sa photo de contact. Son propre téléphone allongé sur la table basse a commencé à sonner. La sonnerie joyeuse par défaut qui semble obscène dans le silence lourd. Répondez Y, Dana, j'ai commandé tranquillement. Elle me regarda inébranlable. Répondez à votre téléphone. Sa main tremblant violemment, elle tâtonna pour le téléphone, son pouce glissera maladroitement sur l'écran. Son propre visage est apparu sur l'écran de mon téléphone via FaceTime, pâle et terrifié. Maintenant, Mark, dis-je, tournant mon téléphone pour que la caméra ait capturé son visage. Et la réaction de Dana sur le petit écran à l'écran. Dites-lui. Dites-lui ce que vous venez de me dire. Dites à votre amant ce que vous ressentez en ce moment. Dites-lui quelle erreur c'était. Faites-le. En regardant de l'outil au visage horrifié de Dana sur l'écran du téléphone, Mark a recommencé à bégayer, avouant sa peur, son regret, me suppliant de le laisser partir. Donna regarda, silencieuse, son visage se froissant alors que la confession en ligne se déroulait, diffusée en direct depuis son propre salon. Quand il a fini, j'ai terminé l'appel et empoché mon téléphone. Maintenant, dis-je, tournant pleinement mon attention vers Dana. J'ai atteint le sac du fel et j'ai sorti les menottes et la bobine de corde. Je les ai jetées sur le sol à ses pieds. Ramassez-les. Elle regarda les objets, puis me retourna, les yeux écarquillés d'incrédulité et de terreur. Jacques, qu'est-ce que tu fais? Vous m'avez entendu. Ramassez-les. Ma voix était glacée. Mes yeux, disait-elle plus tard, semblaient presque rouges, flamboyants avec une fureur qui avait finalement brisé la façade calme. Tu le voulais. Tu l'as. Maintenant, sécurisez ton prix. Hésitant, entraînée par la peur brute, elle se pencha, les mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine saisir le métal froid et la corde rugueuse. Le manchette à la main ordonnai-je, faisant un geste vers Mark, qui se tenait affalé, pleurant silencieusement. Derrière son dos, serré. S'engouillant doucement, Dana tâtonna avec les poignets, les cliquant sur les poignets de Mark derrière lui. Il n'offrait aucune résistance, se tenait là, complètement vaincu. Maintenant, la corde, je poursuivis, ma voix implacable. Attachez ses chevilles en toute sécurité. Vous connaissez les nœuds, Dana. Tu étais une fille scout. Ses doigts tremblants, elle boucle la corde autour de ses chevilles, tirant un nœud maladroit mais serré. Mark était effectivement attaché à attachement, debout de manière précaire au milieu de mon salon. Bien, dis-je en hochant la tête lentement. J'ai marché vers Dana.
Elle tressaillit à l'approche, mais j'ai simplement tendu la main et a pris la corde restante de sa portée. Elle avait l'air complètement épuisée, drainée, son corps s'affaissant. Tu as l'air fatiguée, Dana. Avant qu'elle ne puisse réagir, je me suis déplacé rapidement, en faisant boucler la corde autour de ses poignets, les liant étroitement devant elle. Elle haleta, mais ne s'est pas battue. Puis j'ai tiré une bande de ruban adhésif du sac et je l'ai sécurisé fermement sur sa bouche, étouffant son cri étouffé. Ses yeux s'écarquillèrent au-dessus du ruban, frénétiques de peur. Maintenant, dis-je, récupérant les 2 capuchons en toile noire du sac. Descends. J'ai tiré un capot sur la tête de Mark, le plongeant dans l'obscurité. Il gémit. Ensuite, j'ai fait de même à Dana, faisant taire ses protestations étouffées, enveloppant une noirceur étouffante. Très bien, Chio, dis-je, ma voix reprenant son calme effrayant. Il est temps pour une promenade, ai-je poussé Mark en avant avec le baril de l'outil. Se déplacer lentement vers la porte arrière. Toi d'abord. Avant Hélier, Mark trébucha vers l'avant, se heurtant à des meubles. Dana suivit avec hésitation, guidée par ma main sur son dos. Dans le garage, j'ai commandé, ouvrant la porte de connexion. J'ai poussé Mark vers le coffre ouvert de ma voiture, la berline louée s'est toujours garée à l'extérieur, que j'avais échangée contre ma propre voiture dans le garage plus tôt. Entrez. Il hésita, gémissant. Entrez maintenant. Il est pratiquement tombé dans l'espace du coffre. Je me suis tourné vers Dana. Vous deux vous allongez. Restez immobile. Tremblant violemment, elle obéit, se recroquevillant dans une balle à côté de Mark dans l'espace sombre exigu. Je les ai regardés. 2 figures liées pathétiques dans l'obscurité du tronc. Écoutez attentivement, dis-je, ma voix basse et mortelle sérieuse. Vous faites un son, un seul bruit pendant ce disque, et je vais vous arrêter et vous éliminer tous les 2 juste sur le bord de la route. Comprenez? Restez parfaitement silencieux ou tu meurs. J'ai claqué le couvercle du coffre, le son résonnant dans le silence soudain du garage. J'ai pris une profonde inspiration, l'adrénaline a finalement commencé à reculer, remplacée par une foyer froide et claire. La nuit était loin d'être terminée. Le lecteur et les bois. Le trajet était silencieux, à l'exception du bourdonnement bas du moteur et du croquant occasionnel de pneus sur le gravier alors que je naviguais sur les routes sombres et sinueuses menant de la ville. Dans le rétroviseur, mes yeux avaient l'air étrangers, durs, vides, reflétant les réverbères comme des chips d'obsidienne. À l'intérieur du coffre, j'imaginais Dana et Mark, les yeux bandés, liés, blottis ensemble en terreur. Chuchotait-il, pleurait silencieusement ou simplement paralysé par la peur, obéissant à mon commandement? Cela n'avait pas d'importance. La dynamique du pouvoir avait complètement changé. J'étais le loup maintenant. Je suis allé vers le nord vers la zone où se trouvait le lac de Mark, mais je l'ai contourné, se dirigeant plus profondément dans les préserves de la forêt d'État sur des sentiers forestiers qui sont devenus progressivement plus rugueux. Le GPS sur mon téléphone monté sur le tableau de bord m'a montré naviguer de plus en plus de la civilisation. Ma destination était une compensation à distance que je connaissais il y a des années. Un endroit où je suis tombé sur un voyage en camping en solo, à des kilomètres de n'importe quelle route principale, accessible uniquement par un piste de terre à peine là. Isolement parfait. Environ 30 mi-out, des lampes bleues et rouges clignotantes ont soudainement rempli mon rétroviseur. Mon cœur s'est attaché dans ma gorge. Un croiseur de police. Merde. Quelqu'un n'avait-il entendu le coup? Vous voyez-moi les forcer dans la voiture? On rapportait la voiture de location. J'ai vérifié ma vitesse. Je n'actualisais pas. Je me suis arrêté lentement, en douceur sur l'épaule de gravier, au ralenti du moteur. J'ai regardé l'officier s'approcher dans mon miroir latéral, sa silhouette rétro-éclairée par les phares. J'ai pris un souffle profond apaisant, scolarisant mes traits en léger agacement. L'image d'un citoyen légèrement gênant. L'officier, jeune, au visage sévère, a tapé sur la fenêtre. Je l'ai baissé à mi-chemin, licence et inscription, s'il vous plaît, dit-il, sa voix polie mais ferme. Poutre de lampe de poche jouant à l'intérieur de la voiture, manquant heureusement le sac bouché sur le plancher du passager. Problème, officier? J'ai demandé,
récupérant l'accord de location et ma licence du compartiment à gants, mes mains parfaitement stables. Votre feu arrière droit est sorti, monsieur, m'a-t-il informé, prenant les documents. J'ai besoin de résoudre cela. Il a brièvement montré sa lumière vers l'arrière de la voiture. Pourrait-il entendre quelque chose? Un sanglot étouffé. Un mélange paniqué. Le coffre s'est senti à des kilomètres mais terriblement proche. D'années de location, marmonnai-je, fissurant l'exaspération. Je viens de le prendre aujourd'hui, des chiffres. Merci de m'avoir fait savoir, officier. Je vais le signaler. Il est retourné à son croiseur, vraisemblablement pour gérer ma licence et les assiettes de location. Le poids était interminable. Chaque bruissement de feuilles à l'extérieur, chaque buzz insecte éloigné sonnait amplifié. Mes paumes sont devenues lisses de sueur. Et s'il me demandait de sortir? Et s'il était suspect? Et s'il demandait à regarder dans le coffre? Ma main se resserra instinctivement sur le volant. Le magnum était toujours dans le sac du fel à portée de main, mais l'utiliser maintenant serait l'autodestruction. Tout comme l'officier a commencé à rentrer vers ma voiture, sa radio a créé la vie, bruyante et urgente. La voix d'un répartiteur traversa l'air nocturne. Toutes les unités, le code 3, la réponse nécessaire. Collision multivéhicule signalée avec entrapage. Highway 9, mile marker 47. L'officier s'est arrêté, a écouté attentivement, puis a parlé rapidement dans son micro à l'épaule. Il se retourna vers moi, remettant mes documents par la fenêtre. Très bien, monsieur. On dirait que vous êtes clair. Il suffit de faire fixer ce feu arrière dès que possible. Conduisez en toute sécurité. Il me regarda à peine, son esprit clairement déjà sur l'urgence plus urgente. Il se retourna rapidement vers son croiseur, les lumières clignotant toujours et s'éloignèrent rapidement, la sirène commençant à gémir en disparaissant sur l'autoroute. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je tenais. La tension s'écoule, me laissant tremblant mais résolu. L'œil muette ou peut-être autre chose. Je suis reculé sur la route, le cœur battait toujours et j'ai continué mon voyage dans l'obscurité, plus profondément dans les bois. Encore 20 minutes en baisse de plus en plus envahie, j'ai finalement atteint la clairière. De grands pins l'entouraient de tous les côtés, leurs branches effleurant les étoiles. L'air était frais, humide, odeur d'aiguilles de pin et de terre mouillée. Silence total brisé uniquement par le gazouillis de grillons. J'ai arrêté le moteur et les phares, plongeant la clairière dans l'obscurité presque totale, sauf pour le léger clair de lune filtrant à travers la canopée. Je suis sorti, j'ai récupéré la puissante lampe de poche et 2 pelles du sac du fel, puis j'ai ouvert le coffre. Dana et Mark tressaillirent à l'intrusion soudaine de la lumière et du son. Ils avaient l'air désorientés, pathétiques. Out, je commandais lentement. Je les ai retirés, instables sur leurs chevilles liées. J'ai retiré les capuchons. Leurs yeux clignotaient rapidement, s'adaptant aux faisceaux de lampes de poche que je gardais entraînés sur eux. La peur, brute et primitive, a été gravée sur leur visage. Mark avait l'air complètement cassé. Le visage de Dana strait avec des larmes sous le ruban adhésif. J'ai déchiré la bande de sa bouche. Elle haleta, prenant d'énormes poumons d'air, gémissant. Quoi? Que allez-vous faire, Jacques? Elle s'étouffa, sa voix. Je l'ai ignorée, poussant une pelle dans les mains liées de Mark. Alors Dana. Creusez, dis-je, faisant un geste vers une parcelle de terre douce sous le plus grand pin. Creusez? Mark balbutia, regardant la pelle, puis me retourne avec horreur. Creusez quoi? Ta tombe? J'ai répondu catégoriquement. Vous commencez tous les deux à creuser. Faites-le suffisamment profondément. Dana laissa échapper un sanglot étranglé, s'effondrant à genoux. Non, Jacques. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mark a commencé à pleurer ouvertement, épais et avalant les sanglots. S'il vous plaît, mec. Pardonne-moi. Ne nous éliminez pas. Nous ferons n'importe quoi. Disparaître. Vous ne nous reverrez plus jamais. S'il te plaît. J'ai dit, Dig, j'ai aboyé, élevant ma voix,
le son craquant à travers les bois silencieux. J'ai brillé le faisceau de lampe de poche directement dans leurs yeux, puis sur l'endroit que j'avais indiqué. Ou je le ferai pour vous ici, maintenant. La terreur a surmonté leur paralysie. Tâtonnant maladroitement avec leurs mains et leurs chevilles liées, entravés par le poids inconnu des pelles, ils ont commencé à creuser. Le travail était lent, angoissant. La terre humide résiste. Ils trébuchaient, sanglotaient, leurs mouvements saccadés et inefficaces. Dana cria continuellement, des larmes silencieuses et désespérées. Marc alternait entre la mendicité frénétique et les prières fantaisistes. Je me suis retiré en les regardant, le faisceau de lampe de poche stable, sans expression. L'air de nuit froide a mordu sur mes joues. Les seuls sons étaient leur respiration en lambeaux, la rudage et le bruit sourd des pelles frappant la saleté et les racines, et leurs pleurs pathétiques. 1 heure s'est écoulée, peut-être plus. Le trou a grandi lentement, agonisant, devenant une tranchée peu profonde et en lambeaux dans la terre. Ils étaient épuisés, couverts de saleté et de sueur malgré l'air frais. Enfin, lorsque le trou était peut-être de 3 pieds de profondeur, peut-être 6 pieds de long, j'ai levé une main. Assez. Ils s'arrêtèrent, se penchant fortement sur les pelles, les poitrines se soulevant, me regardant avec des yeux pleins d'épuisement et de terreur pure. Ils pensaient clairement que c'était la fin. J'ai marché lentement vers le bord de la tombe peu profonde qu'ils avaient creusée. J'ai regardé dedans, puis je les ai retournés. Ils se sont blottis ensemble, frissonnant. Eh bien, commença-je, ma voix prenant un ton sombre et presque luxueux. Il semble que nous ayons atteint la fin de la route. Une fin tragique provoquée par la trahison, les mensonges, la faiblesse. J'ai regardé de la larme de Dana à la larme pour le visage de Marc, je mets à une pause, en laissant le silence s'étirer avec une terreur. Mais la miséricorde a manqué des kilomètres. OED dans l'immobilité. Dana tressaillit violemment, laissant échapper un cri aigu. Au revoir, j'ai chuchoté, puis j'ai tiré. Le coup a explosé toute la nuit, un rugissement assourdissant suivi d'un écho crépitant qui a rebondi sur les arbres. Les oiseaux ont surpris des branches voisines, battant frénétiquement dans l'obscurité. Cria Dana, s'effondrant complètement sur le sol, convaincu Marc avait été abattu, ou peut-être elle-même. Marc froissait à côté d'elle, tremblant comme une feuille, attendant la douleur qui ne venait pas. J'ai baissé le poulain. Fumée curling légèrement du canon et du faisceau de lampe de poche. Je ne les avais pas visés. J'avais tiré directement dans l'air vide. J'ai commencé à rire. Pas un rire heureux. Un son de rap froid et dur qui ne faisait pas d'humour, ne se détressant que le mépris. Me lever, j'ai commandé. Ils m'ont regardé, déconcerté, espèrent se pratiquer avec la terreur dans leurs yeux. Enfer. Lentement, tremblants, ils se sont aidés à se relever. Avez-vous vraiment pensé? Je gloussais à nouveau, secouant la tête. Pensiez-vous vraiment que je gaspillerais une balle? Gaspiller l'effort de creuser une vraie tombe pour des déchets comme vous? J'ai craché les mots. Vous éliminez? Non. C'est trop facile, trop rapide. Je les ai regardés de haut en bas, en prenant leurs visages striés, leurs membres liés, leur dégradation totale. C'était une blague. Chiot, dis-je, le mot chiot dégoulinant de venin. Une leçon. Je n'élimine pas les imbéciles comme toi. Cela ne vaut pas la peine de prison. J'ai fait un pas de plus, ma voix tombant à nouveau sur ce ton bas et menaçant. Mais écoutez-moi très attentivement. Vous sortez de ces bois ce soir. Vous retrouvez votre chemin et vous ne parlez jamais de cela à personne. Pas la police, pas les avocats, pas vos amis, pas vos putains de thérapeutes. J'ai brandi mon téléphone affichant l'enregistrement de la confession de Marc, l'horodatage visible. Parce que j'ai tout. La confession, les photos, les vidéos, les preuves de votre petite affaire pathétique, de votre affaire et de vos preuves de votre intrusion ce soir. Et Dana, je me tournai vers elle. Preuve de votre complot, de vos mensonges. Si j'entends un chuchotement des événements de ce soir, j'ai poursuivi, si une autorité me contacte, je libérerai tout. À la police, oui, mais aussi en ligne. À vos employeurs, à l'ex-femme et aux enfants de Marc, à la famille de Dana, à tout le monde.
Je vais systématiquement démanteler ce qui reste de la vie en constatation. Maintenant, pas de passe, mais de la ruine, perdue, très brisée dans la vaste obscurité indifférente des bois. Les vêtements sur le dos et le poids écrasant de leur humiliation et de leur peur. Je n'ai pas regardé en arrière. Conséquence. Il leur a fallu près de 6 heures pour se libérer et trouver de l'aide. Down se brisait lorsqu'un chauffeur de camion d'exploitation forestière a trouvé Dana et Mark trébuchant le long de l'épaule d'une autoroute éloignée, épuisée, rayée et incohérente. Ils ont affirmé qu'ils avaient été détournés et abandonnés, respectant une histoire fragile qui s'est effondrée sous un interrogatoire minimal. Mais sans preuve réelle d'un autre auteur et terrifiés par les menaces de Jack, ils ont refusé de l'impliquer directement. Le rapport de police a noté des incohérences, mais a finalement clôturé l'affaire non résolue. Le divorce était brutal, mais rapide. L'avocat de Jack, Allison Grant, a présenté les preuves irréfutables de l'infidélité et de la tromperie financière en privé au conseil de Dana. Face à une exposition totale et à la promesse froide de Jack de ruin, Dana a accepté un règlement favorisant fortement Jack, renonçant aux allégations à la maison et aux actifs importants, elle a déménagé, cassée et ostracisée. La femme de Mark Lindley, déjà suspecte, a embauché son propre enquêteur en entendant des rumeurs. Présentée avec des preuves accablantes, Jack a indirectement assuré qu'elle a reçu. Elle a demandé le divorce citant immédiatement l'infidélité. Mark a perdu son emploi peu de temps après sa réputation en lambeaux. Ils n'ont jamais poursuivi. Ils n'ont jamais parlé publiquement de cette nuit dans les bois. La menace et le traumatisme les ont maintenus silencieux. Jack ayant exigé sa livre de chair, puis certains ont simplement disparu en laissant l'épave.